What's up et Kachalité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats de Fastlane 2021, le dernier pay-per-view de la WWE et surtout le dernier payage avant WrestleMania 37. Mais sur ce, trêve de blabla, place au show. Alors, Fastlane, le dernier payage avant WrestleMania. Et bah, je vous cache pas, j'ai été agréablement surpris par ce pay-per-view. Parce que, en effet, j'en avais parlé lors de mon Jimbo Gnostic, il y avait des matchs qui franchement ne m'intéressaient absolument pas. Alors que sur papier, ça allait être de très beaux matchs, et puis surtout, voilà, il y avait des matchs qui servaient à rien du tout. Mais dans l'ensemble, je suis resté sur le cul en fait. Mais là, on commence par le kick-off. Et le kick-off avait été annoncé. C'était le match pour le titre des États-Unis entre Riddle et Mustafa Ali. Et franchement, un très beau kick-off avec vraiment un beau match entre Riddle et Ali. Franchement, c'est le match qu'on a eu récemment du côté de War. Et comme j'avais dit précédemment, j'ai agréablement aimé ce match. Et le match donc s'est terminé par une victoire de Riddle qui a piqué son Bro Derek, mais de la deuxième corde pour le compte de 3. Donc Riddle s'en sort très très fort et il repart avec son titre de champion des États-Unis. Mais à noter, l'après-match, parce que Mustafa Ali voilà, est furax d'avoir perdu son opportunité d'être champion des États-Unis et donc gueule sur tous les autres membres de Rétribution. Et là d'un coup, on a vu Reckoning qui a commencé à sortir du ring et donc à s'émanciper de Rétribution. Et donc à ce moment-là, tu te dis, est-ce que les autres vont démarrer? Et on voit Slapjack qui fait pareil que Reckoning. Et à un moment donné, tu as Mustafa Ali qui rappelle Slapjack en disant, mais voilà, mais sans moi, vous êtes rien, vous êtes des merdes, quoi. Et donc au final, Slapjack, ils sont pas les couilles, il se casse quand même. Et donc il reste plus que dans le ring que T-Bar, Mace et Mustafa Ali. Et donc on peut supposer que Mace et T-Bar vont faire la même chose que Slapjack et Reckoning, c'est-à-dire quitter Mustafa Ali. Et donc on a un moment donné où Mace chope Mustafa Ali et T-Bar rejoint Mace et porte à eux deux un double chokeslam sur Mustafa Ali avant de quitter le ring. Donc je pense que c'est officiel, Rétribution est totalement détruite. Et donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est déjà d'une, quelle va être la suite pour Mustafa Ali? Va-t-il recruter des nouveaux membres pour son clan en Rétribution, ou c'est vraiment la fin de Rétribution? Et quelle va être la suite pour ces anciens membres de Rétribution? Donc est-ce qu'ils vont retrouver leur ancien nom à NXT, donc par exemple Reckoning qui était Mia-Yim, on a T-Bar qui était Dominik Dijakovic par exemple. On peut supposer ça. Donc pour moi personnellement, je verrais bien donc Reckoning zioté au titre féminin de War, bon peut-être pas dans les médias mais pour plus tard. Slapjack, pourquoi pas zioté au titre des États-Unis de Riddle, et pourquoi pas T-Bar et Mace former une équipe pour être les prochains challengers au titre de War après le match à WrestleMania entre New Day contre AJ Styles et Omos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je suis très curieux de connaître votre avis. Et maintenant, on passe aux notes. Donc comme je le dis, j'ai bien aimé ce kick-off, donc c'est pour ça que je mets à modique somme de 6 sur 10, parce que pour moi, voilà, c'est ni plus ni moins, c'est un bon kick-off. Mais le problème, ce qui casse ce truc, c'est que voilà, Mustafa Ali étant le leader de Rétribution, bah, on n'est pas tellement hypé vis-à-vis du match, alors que je pense que si Mustafa Ali n'avait aucun lien avec Rétribution, je pense que j'aurais pu mettre une note un peu plus élevée. Et maintenant, on passe à la carte principale, et WWE a été très galant parce que ils nous ont mis ce match féminin en opener. Nous avons Bianca Belair et Sasha Banks qui font équipe pour affronter Shayna Baszler et Nia Jax. Et à noter que Regina est de retour. Regina, je vous rappelle, avait pris une journée de congé, voilà, pour prendre soin de sa personne, mais maintenant il est de retour. Et donc du fait que Regina est présent, est-ce que Regina va peut-être intervenir dans ce match? Et donc on passe au match. Donc franchement, bah le match pas très distrayant tout simplement. Mais à noter que bah, Regina est quand même intervenue pour distraire Sasha Banks et Bianca Belair. Et à noter au tournant du match,
Parce que, en effet, nous avons Sasha Banks qui parvient à porter le Banks Segment sur Shayna Baszler. Et à un moment donné, Nia Jax a voulu intervenir. Bianca Belair s'est occupée de Nia Jax. Sauf que Nia Jax a poussé Bianca Belair sur Sasha Banks. Ce qui a eu pour conséquence de briser la soumission. Donc, on part sur une dispute entre Bianca Belair et Sasha Banks. Sauf que Sasha Banks fait une erreur de débutante. Parce que je te rappelle, Sasha Banks, que t'es dans un match de championnat par équipe, dont tu dois pas tourner dos à ton adversaire. C'est le principe de base dans un match. Et qu'est-ce que tu fais? Tu passes 3 plombes dos à Shayna Baszler à dire à Bianca Belair, retourne dans le coin de ring, je vais me débrouiller. Et bah qu'est-ce que fait Shayna Baszler? Bah elle te fait un roll-up. L'arme la plus destructrice actuellement à la WWE. Si tu te prends un roll-up, t'es baisé. Et donc au final, bah on a le compte de 3. Bianca Belair a voulu casser tomber, sauf que le problème c'est que Nia Jax a retenu Bianca Belair. Donc au final, nous avons les championnes qui restent championnes. Et à noter après match, parce qu'en effet, nous avons donc Sasha Banks qui se dispute avec Bianca Belair en lui disant voilà, mais je te rappelle que j'étais en train de porter le Banks Segment, j'aurais pu faire taper Shayna Baszler, j'aurais pu devenir double championne et toi championne par équipe avec moi, mais qu'est-ce que tu as décidé de faire? Tu as cassé de tomber. Et d'un côté, Bianca Belair qui dit mais non, mais c'est pas ma faute, moi j'ai voulu empêcher Nia Jax d'intervenir, sauf qu'elle m'a poussé et malheureusement t'étais sur la trajectoire. Et là d'un coup, nous avons Sasha Banks qui porte une énorme gifle à Bianca Belair. Donc est-ce qu'on peut supposer que Sasha Banks a effectué son heel turn sur Bianca Belair? Moi personnellement, je pense que ça va être le cas. Et on voit que Bianca Belair a voulu frapper Sasha Banks, mais elle s'est retenue en regardant le logo de WrestleMania 37. Donc elle s'est peut-être dit, retiens-toi, elle peut te mettre des coups dans la gueule et tout, mais cumule tout, comme ça à WrestleMania 37 tu vas pouvoir tout relâcher et vraiment lui la défoncer et repartir avec le titre. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Et peut-être que le heel turn de Sasha Banks mettrait peut-être un peu de piment dans la rivalité entre Bianca Belair et Sasha Banks, qui franchement je trouve très très molle pour WrestleMania. Mais sur ce, personne à note. Bon, franchement, bon, c'est un opener assez moyen, donc c'est pour ça que je lui donne la moyenne, un 5 sur 10, ni plus ni moins, parce que voilà, ça avance pas des masses, voilà, on avance sur un heel turn de Sasha Banks, mais ça avance pas non plus des masses, donc reste à voir du côté de SmackDown comment ça va évoluer. Et maintenant, on passe au deuxième match de la soirée, le match pour le titre de champion intercontinental entre Big E et Apollo Crews. On a déjà énorme vidéo d'introduction que j'ai surkiffé pour annoncer le match entre Big E et Apollo Crews, où vraiment on nous rappelle le début où Big E proposait ses open challenge, etc., que Apollo Crews n'arrêtait pas de demander ses opportunités, sauf que Big E au bout d'un moment commence à en avoir ras-le-bol et lui dit c'est bon, je t'ai battu 2 fois, maintenant redescends faire la queue et laisse les opportunités aux autres, et que maintenant Apollo Crews a son accent nigérien, il a fait son hit turn, et donc cela a donné une ambiance plus destructrice à cette rivalité. Et bah le match est à hauteur de la rivalité. Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir un Big E souriant, qui rigole, voilà, qui a la joie de vivre comme un membre du New Day, quoi. Mais là, on a vu vraiment Big E qui était ultra destructeur, qui se gênait pas déjà de faire très mal à Apollo Crews et surtout de lui parer. Car durant le match, Big E disait à Apollo Crews, écoute, tu vois ce que tu veux? Tu vois ce que tu veux? Bah maintenant, va pas pleurer parce que tu assumes les conséquences de tes conneries. Et franchement, c'est un match que j'ai bien aimé. Et le match se termine avec donc un tentative de tomber. Sauf qu'à un moment donné, on avait les 2 épaules des 2 catcheurs qui étaient rivées au sol. Et donc à un moment donné, Big E s'est rendu compte que ses épaules étaient rivées au sol. Donc il s'est dégagé légèrement pour avoir une seule épaule rivée au sol. Mais par contre, Apollo Crews avait les épaules rivées au sol jusqu'au compte de 3. Donc Big E conserve son titre de champion intercontinental. Mais il a pas pu célébrer sa victoire. Parce qu'en effet, immédiatement après le match, Apollo Crews a totalement détruit Big E. Et on peut le voir au moment où Apollo Crews remonte la rampe, il dit à Big E que ce n'est pas terminé. Donc, est-ce que la rivalité entre Big E et Apollo Crews va continuer jusqu'à WrestleMania? Bon, moi, franchement, j'ai pas trop envie que ce match Apollo Crews Big E soit refait à WrestleMania. J'aimerais bien que voilà, on ait ce match à SmackDown, que ce soit fini une bonne fois pour toutes, ou si vraiment Apollo Crews veut un match contre Big E, pourquoi pas intégrer d'autres personnes
dans cette rivalité, pourquoi pas King Corbin ou encore d'autres personnalités, pourquoi pas mettre en place un match de échecs pour le titre de champion intercontinental à WrestleMania. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon idée, et si vous êtes d'accord pour un match de échecs, dites-moi quels sont les participants que vous souhaitez intégrer dans ce match. Et donc maintenant, place aux notes, et franchement, je mets un très beau 6 sur 10, car pour moi, c'était vraiment d'autres personnalités. Déjà, Apollo Crews, du fait que maintenant il a fait son e-turn, il a sa personnalité, ça lui va très bien. Et de voir que Biggie peut aussi bien être sérieux quand le moment le veut, mais aussi être drôle. Et c'est vraiment génial, parce que c'est vrai qu'au début, j'avais un peu de mal avec Biggie, champion intercontinental, parce qu'on lui donnait pas vraiment de bonnes séquences. Et que là, maintenant, avec sa rivalité face à Apollo Crews, bah, on peut avoir notre lot de surprises. Et maintenant, on passe au prochain match. Shane McMahon contre Braun Strowman. Le match qui, un coup il est annoncé, un coup il est retiré, un coup il est annoncé. Mais, on a appris que durant un de ses entraînements, Shane McMahon s'est fait mal au niveau du genou gauche. Et donc, un peu plus tôt dans la soirée, nous avons Elias qui a demandé à Shane McMahon pour que ce dernier puisse faire une prestation musicale à WrestleMania, car il promet que ce soit une énorme performance, qu'à quel point que Bad Bunny devra lui remettre son trophée. Et là, Shane McMahon a eu une idée, et donc au moment du match, bah, nous avons Elias qui fait sa prestation, et Shane McMahon donne son idée à Elias. Donc en effet, c'est Elias qui affrontera Braun Strowman. Oui, vous m'avez bien entendu, on part sur un Elias contre Braun Strowman, bien sûr accompagné de Jackson Ryker du côté de Elias. Et franchement, le match, bah, il y a sens unique, quoi. Bien qu'il y a eu des moments où Elias a voulu utiliser des subterfuges pour prendre avantage sur Braun Strowman, comme par exemple, voilà, les petites distractions de Jackson Ryker, ça n'a pas suffi pour vaincre Braun Strowman. Et Braun Strowman, on voit clairement, il est intéressé que par une seule chose, c'est Shane McMahon. Il veut démolir Shane McMahon. Donc là, on peut supposer que comme on n'a pas eu ce match à passer, bah, on va avoir un match à WrestleMania. Et bien sûr, le match est concrétisé par une victoire de Braun Strowman. Donc, je pense que vous allez peut-être deviner, je suis extrêmement déçu sur ce match, parce que j'aurais tellement voulu qu'au pire des cas, il y aurait eu ce match, qu'on ait eu une intervention pour Shane McMahon. Et moi, j'avais dit dans mon Gmod aussi, pourquoi pas faire venir un certain Dabba-Kato. Parce que comme vous savez, Dabba-Kato était un des protégés de Shane McMahon du côté du War Underground. On serait été peut-être un petit peu plus crédible de faire venir Dabba-Kato pour gêner Braun Strowman et donner la victoire à Shane McMahon pour qu'on puisse se diriger sur, pourquoi pas, sur un Dabba-Kato contre Braun Strowman avec Shane McMahon du côté de Dabba-Kato. Ça aurait donné un peu plus de sens dans cette rivalité. Mais au final, bah non. Et franchement, je suis désolé, je suis pas du tout intéressé par cette rivalité entre Braun Strowman et Shane McMahon sur le thème de la stupidité. Parce que pour moi, cette rivalité est stupide. Désolé jeu de mots, mais elle est stupide cette rivalité. Et donc maintenant, je vais me calmer un peu et on va passer à la note. Donc je pense que vous avez peut-être deviné que j'ai pas du tout aimé ce match. Donc ça veut dire que ce match va avoir une note en dessous de la moyenne. Et donc je lui donne note de 4 sur 10. Et franchement, c'est un 4 sur 10 mérité, ça en tiendrait qu'à moi, je mettrais 0, mais bon, j'ai pas envie de mettre 0, parce que voilà, il y a quand même une belle petite prestation de Braun Strowman, on voit clairement qu'il est motivé pour affronter Shane McMahon, mais qu'au final, Shane McMahon le prend clairement pour un con, mais au final, ça prend pas. Et là, maintenant, on va se calmer un peu, et on va passer sur le match entre Seth Rollins et Shinsuke Nakamura. Et franchement, je suis agréablement surpris dans ce match, bien que la rivalité, j'ai pas du tout adhéré du fait que Shinsuke Nakamura vienne pour défendre Cesaro, alors qu'il y a quelques temps, Cesaro avait fait un face turn et que Nakamura était heel, et on a eu une confrontation entre Nakamura et Cesaro, et que là maintenant Nakamura défend Cesaro depuis qu'il a fait un face turn. Mais franchement, le match, j'ai très bien aimé. Car bien sûr, je vous rappelle que c'est la deuxième fois que Shinsuke Nakamura et Seth Rollins s'affrontent, et la première fois étant au Survivor Series en 2018. Donc, franchement, le match a été court, mais très technique, j'ai bien aimé. Et donc, le match s'est terminé par une victoire de Seth Rollins, mais de manière hyper clean. On n'a pas eu quelconque intervention, et après match c'était pareil, aucune intervention. Il n'y a même pas eu par exemple Seth Rollins qui a attaqué Shinsuke Nakamura et Cesaro qui est venu à la rescousse de Shinsuke Nakamura. Donc franchement, j'étais agréablement surpris, mais malheureusement j'aurais tellement voulu que ce soit Nakamura qui remporte,
avec voilà, une distraction de Cesaro, parce qu'une victoire sur Seth Rollins aurait pu relancer la carrière de Shinsuke Nakamura, qui franchement n'est pas faux à WWE. Donc maintenant on va passer à la note, et franchement d'après mes notes, je lui ai mis un beau 7 sur 10, voilà, bien que le match était court, mais il était très bon. Et franchement, j'espère que bien dans la défaite, Shinsuke Nakamura va pouvoir progresser au niveau du roster de SmackDown et plutôt d'être mis aux oubliettes ou d'être utilisé comme la cinquième roue du carrosse. Et maintenant, on passe au match où sur le papier, il était très beau, mais j'étais pas du tout hypé. Sheamus contre Drew McIntyre. Et donc WWE nous ont annoncé que ce match allait être sans disqualification. Et souvenez-vous, leur dernière confrontation, c'était aussi un match sans disqualification et le match était excellent. Et donc on passe au match. D'ailleurs un très beau Drew McIntyre et j'avais même pas remarqué qu'il y avait une peinture faciale. Donc il y avait enfin, il y avait une peinture au niveau du visage qui rappelait un petit peu Braveheart, donc personnage de William Wallace dans Bret Hart, incarné par Meg Gibson. Et le match est très très beau, voilà, ils ont vraiment utilisé la stipulation no disqualification correctement, avec l'utilisation des kendo sticks, l'utilisation des escaliers en acier, et on a eu même un moment où Sheamus et Drew McIntyre se sont bagarrés au niveau des écrans du Thunderdome. Et là nous avons eu ce spot magnifique où Drew McIntyre a balancé Sheamus à travers donc des écrans du Thunderdome, et les écrans du Thunderdome ont totalement explosé. Et on a pu voir durant le match des captures d'écran où nous avons le dos de Sheamus et Drew McIntyre qui ont pris terriblement cher, et le match s'est terminé par une victoire de Drew McIntyre grâce à son Claymore Kick. Bon, moi franchement je vous cache pas, c'était un très beau match, mais comme du fait qu'il n'y avait pas d'enjeu derrière, bah j'ai pas trouvé ça utile d'intégrer ce match. Et franchement ça me pète les couilles de dire ça, parce que voilà, on aurait mis une stipulation derrière, donc le vainqueur affronte Bobby Lashley à WrestleMania, et là ça aurait donné d'importance à ce match. Mais comme du fait qu'il n'y a pas cette stipulation dans ce match, bah ça donne plus l'impression que voilà, c'est un réglage de compte entre Sheamus et Drew McIntyre, et que maintenant Drew McIntyre a remporté le match contre Sheamus, bah il peut se concentrer sur WrestleMania. Et à noter, j'ai remarqué, est-ce que c'était un botch? Souvenez-vous la séquence où Drew McIntyre regarde le logo WrestleMania et fait sa petite pause habituelle. Il a voulu le faire au début, mais il y a eu énormément mal au dos, parce que ça peut rappeler voilà le spot qu'on a eu précédemment où Sheamus a voulu porter donc un Alabama Slam sur Drew McIntyre sur un morceau de la table des commentateurs qui a explosé précédemment, sauf que Drew McIntyre a contré sur un DDT, sauf que le dos de Drew McIntyre a pris le choc sur le débris de la table des commentateurs. Donc Drew McIntyre a peut-être eu mal, donc un petit botch, mais au final il s'est repris et il a finalement fait cette pause en serrant les dents. Mais franchement, même là on n'a même pas eu d'interaction avec Bobby Lashley, ne serait-ce que Bobby Lashley qui a confronté Drew McIntyre, mais on n'a rien eu. Et franchement ça m'a retiré beaucoup de hype. Donc maintenant passe aux notes. Donc je vais pas mettre une sale note parce que voilà c'est quand même un très beau match, mais je cache pas que j'aurais mis un beau 9 sur 10 s'il y aurait eu l'enjeu du main event de WrestleMania dans ce match. Mais comme il n'y a pas d'enjeu, bah je vais retirer un point dans ce match. Donc c'est pour ça que je lui donne la note de 8 sur 10. Et c'est vrai que bah voilà, ça aurait pu être le meilleur match de la soirée, mais malheureusement bah il n'y a pas eu enjeu, et c'est ce qui gâche tout. Et maintenant on passe au match homme-femme de la soirée, Alexa Bliss, ma chouchou, contre la vipère Randy Orton. Et à noter que dès le début, avant même que le match commence, bah Randy Orton se sent pas bien. Car en effet, Orton allait faire sa pause légendaire au niveau des cornes. Il s'est mis à cracher donc ce liquide noir qui crache depuis plusieurs semaines. Donc est-ce que ça allait être un message sur Randy Orton que The Fiend pointerait peut-être le bout de son nez? Et donc Randy Orton commence dès le début à s'énerver, à demander à Alexa Bliss de venir. Et donc on est passé au match. Et donc bien sûr, il y a l'aura de The Fiend qui tourne autour, il y a les pouvoirs démoniaques d'Alexa Bliss. Donc dès qu'Orton a voulu foncer sur Alexa Bliss, bah on a eu des boules de feu qui se sont enclenchées pour protéger Alexa Bliss, ou même à un moment donné où les deux étaient à l'extérieur, et Alexa Bliss a regardé le plafond, et nous avons les projecteurs qui sont tombés. Et donc Randy Orton après ça bah n'était pas très serein pour confronter Alexa Bliss. Et dès qu'ils sont remontés dans le ring, bah Randy Orton a voulu foncer sur Alexa Bliss, et Alexa Bliss lui a fait un Hadouken.
Donc, souvenez-vous, il y a quelques semaines, Alex Abyss avait lancé pareil un Hadouken sur Randy Orton et Orton a été brouillé. Et bah Orton a failli avoir la même chose. Et là, on a eu le suspense jusqu'au bout. Nous avons eu voilà une main qui est sortie du ring, une main brouillée. Donc avec le gant de The Fiend, donc on aurait dit est-ce que c'est pas The Fiend qui va revenir d'outre-tombe avec son corps carbonisé, victime de la brûlure causée par Randy Orton? Est-ce qu'il va garder des séquelles à vie? On sait pas. Et là d'un coup nous avons The Fiend qui est arrivé dans une toute nouvelle tenue. Et franchement, j'ai surkiffé cette tenue, avec une tenue vraiment brouillée, un masque brouillé. On voit vraiment un The Fiend qui a les séquelles de TLC face à Randy Orton. Et Randy Orton, quand il a vu The Fiend arriver, il n'en croyait pas ses yeux. Il s'est dit, putain, mais comment il a fait pour revenir? Je l'ai brouillé à TLC, comment il peut être encore vivant, ce mec? Et Alex Abyss a balancé Randy Orton sur The Fiend avec un petit dropkick au niveau du dos. Et The Fiend a enchaîné sur un Sister Abigail. Et Alex Abyss a porté le tombé pour le compte de 3. Donc gagnante de ce match, Alex Abyss. Et nous avons The Fiend qui est de retour. Donc moi personnellement, niveau tenue, le masque est génial. Il est génial. C'était bien qu'il n'y ait pas énormément de modifications, qui garde vraiment un The Fiend avec les séquelles de la brûlure de Randy Orton. Après la tenue, bon, ça passe moyennement, mais ça reste quand même dans le thème. Donc après, il reste à savoir si la tenue de The Fiend est temporaire ou tout simplement, voilà, c'est sa tenue définitive. Et donc là, on voit clairement qu'on va se diriger sur The Fiend contre Randy Orton à WrestleMania. Et franchement, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait faire venir The Fiend à Fastlane, parce que je pense que énormément de fans allaient être terriblement déçus lors de ce match. Parce que je vous rappelle qu'au moment où je tourne cette vidéo, Fastlane vient tout juste se terminer. Donc je vous ai fait un live réaction. Et c'est vrai que vous étiez nombreux à dire, faut que The Fiend vienne, faut que The Fiend vienne, parce que si The Fiend ne vient pas, on serait déçus. Moi le premier, j'aurais été déçu que The Fiend ne vienne pas, ou qu'il n'y avait pas eu d'interaction avec The Fiend, donc tous les effets de lumière, etc. D'ailleurs, Alex Abyss a son thème lumineux, elle aussi. Maintenant, la lumière est violette. Et donc maintenant, on va passer à la note du match. Bon, en soi, ça reste pas vraiment un match, c'est surtout, voilà, un segment pour faire revenir The Fiend. Mais en soi, c'est tellement bien raconté que je mets une très bonne note de 8 sur 10. Pas pour le match, mais vraiment pour l'histoire qui se raconte derrière. Que voilà, c'est à beau être une rivalité qui date d'il y a 3 mois. Bah là, avec ce segment, bah la rivalité est revenue au goût du jour. Et franchement, ça donne de l'attente pour War. C'est comment Orton va réagir et surtout comment WWE va faire pour faire les interactions de The Fiend. Et maintenant, Main Event Time. Edge en tant que spécial ringside enforcement, je me débrouille très bien en anglais, pour le match universel entre Roman Reigns, le champion, et son challenger, Daniel Bryan. Et franchement, c'est un match que j'ai trouvé excellent, avec vraiment un Daniel Bryan qui cherchait un maximum à provoquer Roman Reigns pour vraiment que Roman Reigns pète les boulons et puisse faire des erreurs. Et donc bien sûr, à noter que Edge, comme j'ai dit, était présent pour être les yeux supplémentaires de Herbie. Comme ça, si Herbie ne voyait pas quelque chose, bah Edge avait la possibilité de regarder. Et on voit que durant le match, nous avons eu beaucoup d'interactions entre Roman Reigns et Edge mettait en garde Roman Reigns en se disant, t'inquiète, moi je fais mon boulot, tu devrais mieux te concentrer sur ton match parce que t'as quand même Daniel Bryan en face de toi. Et là, il y a eu des séquences énormes où nous avons eu Daniel Bryan qui a porté des Yes Yoke à Roman Reigns a toujours su revenir, et nous avons eu le fameux tournant du match où Daniel Bryan a porté son Ronini sur Roman Reigns, sauf que Roman Reigns s'est décalé et c'est l'arbitre qui a tout pris. Et donc au final, Edge a dû prendre le rôle d'arbitre et on a eu des interactions, notamment le spear de Roman Reigns enchaîné. Edge fait tomber et Roman Reigns n'était pas très content que Edge fasse tomber, sauf que Edge explique à Roman Reigns, regarde, il n'y a plus d'arbitre, t'inquiète pas, je vais faire mon boulot, ok, pas de souci. Et là, dans le match, nous avons eu un nouveau Yes Sir de Daniel Bryan. Et nous avons eu Jey Uso. Jey Uso qui est encore intervenu et qui a porté un super kick d'abord à Edge. Parce que je vous rappelle que Edge, en tant qu'arbitre, si jamais il voyait ça, il s'est fait à disqualification. Et il a porté un super kick sur Daniel Bryan. Et juste après, il s'est déchaîné en portant des coups de chaise sur Edge,
il a voulu porter un coup de chaise sur Daniel Bryan, mais Daniel Bryan est accueilli avec un coup de genou. Et donc, Daniel Bryan a pris la chaise et il s'est défoulé déjà sur Jey Uso et sur Roman Reigns. Et autre tournant du match, Daniel Bryan a voulu porter un autre coup de chaise sur Roman Reigns, sauf que le problème, Edge était derrière. Et donc, Roman Reigns s'est à nouveau décalé et c'est Edge qui a pris le coup de chaise. Et on a eu la même séquence qu'on a eu à Elimination Chamber, c'est-à-dire que Roman Reigns a voulu porter le spear final sur Daniel Bryan, sauf que Daniel Bryan l'a contré en un yes yoke. Et donc Roman Reigns n'avait plus de solution, Roman Reigns a tapé. Donc Daniel Bryan a réussi à faire taper Roman Reigns, sauf qu'on a eu un problème, il n'y avait pas d'arbitre. Et malheureusement, Edge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté un violent coup de chaise sur Daniel Bryan pour casser donc la soumission et il s'est défoulé sur Daniel Bryan et Roman Reigns. Et donc Edge s'est barré littéralement et nous avons eu un nouvel arbitre et Roman Reigns en a profité pour faire le tombé final sur Daniel Bryan. Et donc Roman Reigns conserve son titre de champion universel et confirme sa place dans le main event de WrestleMania. Et à noter que Roman Reigns est toujours invaincu à Fastlane, son premier match étant contre Daniel Bryan à Fastlane 2015. En 2016, il avait affronté, si j'ai bonne mémoire, Dean Ambrose et Brock Lesnar, et en 2017, il avait affronté Braun Strowman. Donc Roman Reigns est toujours invaincu à Fastlane. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est par rapport à Daniel Bryan, parce que là, franchement, on a tout ce qu'il faut pour intégrer Daniel Bryan dans le match triple menace à WrestleMania. Donc, je m'explique. Parce que là, on a eu Roman Reigns qui a tapé. Sauf qu'Edge n'a pas vu Roman Reigns taper. Donc, il n'a pas pu donner un match à Daniel Bryan. Et donc, Daniel Bryan pourrait très bien arriver à SmackDown en disant « Ouais, mais j'ai perdu, mais j'ai fait taper Roman Reigns. » Sauf que Edge ne l'a pas vu. Si Edge avait vu Roman Reigns taper, j'aurais gagné le match, je serais devenu champion universel. Mais tout ça, c'est la faute d'Edge. Donc, d'un certain côté, je n'ai pas perdu le match. C'est moi qui aurais dû être champion universel et aller à WrestleMania. Et donc, on aurait Daniel Bryan qui pourrait intégrer le match entre Edge et Roman Reigns pour transformer ce match en triple menace. Il y a tous les moyens pour faire de ce match un match triple menace. Et comme j'avais expliqué précédemment, si on fait un triple menace, c'est la meilleure solution pour protéger Roman Reigns si jamais la WWE veut donner le titre universel à Edge lors de WrestleMania. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes partant tout comme moi pour un match triple menace entre Roman Reigns, Edge et Daniel Bryan à WrestleMania. Et franchement, après ce match, t'as qu'une seule chose à vouloir maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer à SmackDown. Mais maintenant, on va passer à la note. Et franchement, c'est la meilleure note de ce pay-per-view. Je mets un très beau 9 sur 10. Bien qu'on prévoyait la victoire de Roman Reigns, ça a tellement bien été raconté. On a eu l'abandon de Roman Reigns alors que lui-même avait dit à SmackDown qu'il préfère mieux mourir plutôt que de taper. Et au final, ses paroles, c'était que des paroles en l'air. Il a effectivement tapé. Et c'est vraiment un truc qu'on n'a jamais vu. Roman Reigns n'a jamais tapé de sa carrière. Et donc là, le voir taper là, c'est historique. Et donc Daniel Bryan pourrait très bien s'en vanter du côté de SmackDown en disant que voilà, il a réussi à faire taper le chef tribal. Et donc maintenant, on va passer à la note moyenne de ce pay-per-view. Donc la note moyenne de ce pay-per-view est un 7 sur 10. Donc ça veut dire que ça reste quand même un bon pay-per-view. Et franchement, c'est une note qui me surprend aussi. Parce que j'étais vraiment pas hypé pour ce pay-per-view. Mais de voir que WWE nous ont quand même proposé des beaux matchs, bien qu'il y ait des matchs qui n'avaient aucun sens, ça reste quand même un pay-per-view assez moyen, mais qui te donne pas vraiment une très bonne hype pour WrestleMania. Parce que malheureusement, comme je vous ai dit, il y a des matchs qui ont déjà été annoncés à WrestleMania. Donc bien sûr, en dehors des deux matchs des vainqueurs du Royal Rumble, nous avons quand même Drew McIntyre contre Bobby Lashley et le New Day contre AJ Styles et Omos. Mais franchement, j'attends qu'une chose, c'est déjà le prochain Raw, où ils nous ont annoncé aussi, si vous n'avez pas vu mon dernier épisode de WWE News, nous avons We Are Weepy qui va commencer à Raw cette semaine. Donc reste à voir ce que We Are Weepy va faire à Raw. Va-t-elle challenger Asuka pour le titre de Raw, ou tout simplement se diriger dans une autre rivalité? Et surtout, à SmackDown, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que Daniel Bryan va se vanter devant tout le monde d'avoir tapé Roman Reigns?
mais qu'au final, Edge n'a pas vu, il lui a coûté le match, et maintenant il veut s'intégrer dans le main event de WrestleMania. Donc tout ça reste à voir. Et comme je le dis, seul le temps nous donnera les réponses à nos questions. Donc voilà, c'est tout pour cette review de Fastlane 2021. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour la review de War, donc War post-Fastlane. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie, le catch-vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.